Bonsoir à toutes et à tous. Benoît Apparu mérite une médaille. Il a réussi une prouesse, faire travailler tous les ténors de l'UMP sur un projet d'alternance, tous sauf un, Nicolas Sarkozy. L'ancien président revient avec pour ambition de tout changer à l'UMP. Alors qu'en pense le député de la Marne, lui qui n'a jamais dévié de son admiration pour Alain Juppé? Et puis au moment où la France doit assumer le dérapage de ses déficits, Claude Veil, journaliste politique, interpellera Benoît Apparu pour savoir où il irait chercher, lui, les économies nécessaires. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Une décontraction et un style. Benoît Apparu ou l'ancien ministre sans cravate. Je la mettrai tout à l'heure pour le déjeuner, je pense. Elle est là, vous voyez? Elle est dans la poche. Ses chaussettes sont fantaisistes, autant que son pas est pressé. Le nouveau maire de Châlons en Champagne a les codes. L'image, ça compte et il le sait. Exemple, cette publicité diffusée dans les journaux. Ouais. Ça m'a fait marrer. Je vais pas la laisser très longtemps. Hein. Mais ça m'a juste fait marrer de la mettre quelques instants. Ouais. Un maire prêt à se battre pour sauver les 1200 postes de militaires menacés sur sa commune. Mais pour défendre les intérêts de ses administrés, il faut aussi travailler les dossiers et enchaîner les réunions. Donc tiens, préparez-moi une note dessus et on le transformera en amendement. Ok. Et voilà comment son travail de maire l'inspire parfois pour son job de député. Et quand il doit parcourir sa circonscription, c'est lui le chauffeur. Pas tellement pour de la com, pas tellement pour l'idée je veux continuer à vivre comme tout le monde, mais vraiment par hygiène perso, pour pas entre guillemets trop prendre le melon. 13h, il a ressorti sa cravate pour Manuel Valls. Il va déjeuner avec lui et avec une trentaine d'autres élus locaux. Une arrivée de Premier ministre, ça permet de rester humble. Bonjour, je connais monsieur Apparu. Ça va bien? Tu vas bien, ça va? Bonjour. Moi, j'ai jamais eu les modes de journaliste. Les petits ministres, ils n'ont pas les modes de journaliste. Ça, c'est que pour les grands chefs. Vous le regrettez? Non, je le regrette pas, je le constate, c'est tout. Puis l'avenir n'interdit rien, donc... Et pour avoir un avenir, mieux vaut être un élu de terrain, même s'il s'en défend. J'aime pas cette expression parce qu'il y a un côté élu de terrain, sous-entendu des élus qui sont pas de terrain. Un ministre, il fait du terrain. Un ministre, il mesure aussi au quotidien la vie des gens. Donc, ce côté artificiel, il y a ceux de la base qui sont les vrais gens, et puis ceux qui sont tout en haut qui sont pas les vrais gens. Je trouve ça un peu exaspérant. Ce qui me paraît au contraire la grande richesse de la vie politique, c'est justement d'avoir le double regard. 19h, monsieur le maire est invité à un apéro de quartier. Benoît Apparu, hein? Oui, il paraît. Bien, on est content de l'avoir avec nous. C'est monsieur Apparu. Il me semble aussi, ouais. Parce que je vous vois souvent à la télé, hein. Je regarde la télé. Une poignée de main pour chacun, mais des promesses pour personne. Alors quand on l'interpelle sur l'état de la voirie, il préfère sortir la calculette. Si vous faites 1 kilomètre, il vous faut 1 million d'euros. En gros, j'avais fait faire le calcul. Pour tout refaire, il nous faut 125 ans. Il a le contact facile avec les habitants? Moi, je ne le connais pas trop, mais apparemment, ce soir, il a l'air de bien se débrouiller quand même. On ne le connaît pas encore, disons, beaucoup. Il faudra voir à l'usage, excusez-moi de l'expression. La journée se termine sur un autre terrain. Les basketteurs de Châlons jouent à domicile. Le maire doit être là et ça lui plaît. Surtout quand c'est son équipe qui gagne. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Alors, vous savez ce que disent les Français quand ils parlent des politiques? Ils disent toujours les politiques sont déconnectés des réalités. On vient de vous voir sur le terrain. Alors, vous n'aimez pas bien l'expression élu de terrain, on va y revenir, mais ça vous sert à quoi, au fond? Est-ce que vous avez le sentiment, en revenant, de mieux connaître la France? D'être moins déconnecté? J'ai le sentiment, au contraire, que les politiques sont probablement les plus connectés avec les Français qui soient. Pour une raison très simple, et on le voit en partie dans le reportage. C'est qu'une journée d'un homme politique, qu'il soit maire ou ministre, ça se passe avec des rencontres, avec une multitude de Français sur une multitude de sujets. La chance qui est la nôtre, c'est de pouvoir rencontrer pendant 2 heures des patrons du BTP,
ensuite d'échanger avec des personnes qui sont au RSA, et le soir de faire ce match de basket, donc de voir l'ensemble des sociologies françaises. Et donc on est au contraire très connectés. Je pense que c'est effectivement totalement injuste. J'en sais rien, ça vient probablement de l'image qui est la nôtre et qu'on donne, c'est qu'effectivement, comment dans nos émissions diverses et variées, dans nos prises de parole, on a le sentiment de s'intéresser qu'au plus prochain sondage, qu'à la plus prochaine élection, qu'à la plus prochaine affaire politicienne X ou Y. L'image qui est la nôtre est celle-là, la réalité est tout autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent les Français en ce moment? Vous êtes allés, alors là on vous voit, hein, lors d'un apéro de quartier. Qu'est-ce qui remonte du terrain? Écoutez, j'ai eu la chance début septembre d'avoir sur Châlons, comme tous les ans, une foire, qui est une des plus grandes foires de France, avec 250 000 personnes pendant 10 jours. J'ai évidemment pas vu les 250 000, mais j'en ai vu beaucoup. Ce qui remonte aujourd'hui, c'est l'exaspération contre l'ensemble de la classe politique. Alors évidemment, ça se cristallise beaucoup plus contre le gouvernement que contre l'opposition, mais on n'est pas spécialement épargné par les critiques du moment. On va nous reprocher ce qu'on vient d'évoquer, l'éloignement. On va surtout nous reprocher l'absence de réponse à leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là? Que l'objectif, le métier, la fonction d'un homme politique, c'est de penser à deux choses différentes, au quotidien et aux 20 ans qui viennent. Le problème, c'est que, me semble-t-il, les Français, aujourd'hui, constatent que les hommes politiques sont tellement focalisés par les échéances électorales qu'ils ne pensent plus aux 20 ans qui viennent. Et qu'on est, à la limite, trop proche presque des préoccupations quotidiennes, parce qu'on s'intéresse au sondage de la semaine suivante. On fait une réforme pour espérer calmer les gens pour 6 mois. Or, l'objectif qui doit être le nôtre, c'est de penser aux 15 ans, aux 20 ans, et pas aux 6 mois. Donc ça, c'est le premier reproche. Les autres? La déconnexion, on l'a évoqué, l'absence de résultats, bien évidemment. On a un constat aujourd'hui les uns et les autres, 5 millions de chômeurs, du déficit, et donc les sentiments des Français, c'est à quoi vous servez? Ça fait 20 ans que vous nous dites que ça va aller mieux, ça fait 20 ans que c'est pire, le lendemain que la veille, donc à quoi servez-vous? Il y a un petit problème, c'est que les deux éléments que vous évoquez là, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à part oui, c'est vrai, on est très préoccupé par les échéances électorales, et oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de résultat sur l'emploi. Oui, c'est vrai, au fond, vous pouvez vous demander à quoi servent les politiques. Parce que je suis convaincu que les deux sont totalement liés et que notre absence de regard à 20 ans, c'est ça qui nous pose des problèmes aujourd'hui pour le chômage. Je reprends un exemple très concret. S'il y a 30 ans, on s'était préoccupé des déficits, on n'en aurait plus aujourd'hui qu'en Allemagne. S'il y a 30 ans, on s'était préoccupé des questions de fiscalité de façon conséquente, notamment pour baisser les allègements de charges, pour faire des allègements de charges, sur l'emploi, on n'aurait peut-être pas les problèmes du chômage du moment. Ça veut dire que et donc, parce que nous sommes trop préoccupés par les échéances électorales, parce qu'on ne porte pas le regard suffisamment lointain, parce qu'on n'assume pas l'idée que de temps en temps, ça peut être bon de perdre une élection à condition d'avoir fait les réformes nécessaires. Vous êtes différent. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes différent, Benoît Apparu? Vous avez le sentiment d'être différent? Je ne rentre pas là-dedans. Le côté je suis différent, je suis machin, je ne suis pas comme les autres, me paraît là encore quelque chose de ridicule. Quelle leçon vous en tirez? La leçon que pardonnez-moi de vous couper, vous dites qu'il faut savoir perdre de temps en temps une élection. Franchement, s'il y a des petits camarades qui vous écoutent, c'est pas l'objectif. A priori, quand on se présente à une élection, c'est pour emporter le maximum de suffrages. Je comprends pas. Quand on se présente à une élection, c'est pour pouvoir gérer derrière. C'est pas pour gagner. Or, en force d'oublier que notre métier principal, notre fonction principale, c'est de gérer un pays, c'est de gérer une collectivité locale, c'est pas de gagner des élections, il me semble effectivement qu'on est trop omnubilé par les élections et pas assez par la gestion qui suit derrière. Aujourd'hui, on le voit, la politique budgétaire du moment est une politique pour ou contre frondeur. Est-ce que dans une semaine j'ai la confiance ou est-ce que j'ai pas la confiance? C'est ça l'objectif politique aujourd'hui de Manuel Valls et de François Hollande. Ça s'appelle gérer l'urgence. Eh bien, ça s'appelle gérer l'urgence. Sauf qu'à force de gérer l'urgence, on ne gère pas ni le moyen terme ni le long terme et on ne fait pas les réformes nécessaires. Pour bien comprendre, à votre avis, c'est une question de personnel politique, c'est une question institutionnelle, c'est une question médiatique. Essayons d'aller un peu plus loin que le constat que vous faites et qu'on fait tous. Probablement les trois. Il y a une gestion médiatique du quotidien. Il y a effectivement une actualité tellement débordante tous les jours qu'on ne répond qu'à l'actualité des 12 heures qui viennent. Il y a effectivement probablement une question d'institution. Les temps se sont raccourcis, le quinquennat a profondément changé la donne. Je reprends l'exemple de l'opposition. Nous avons perdu en 2012. La première chose dont nous sommes préoccupés après la défaite, c'était comment on organisait les primaires pour gérer l'élection de 2017. En gros, nous aurons passé quasiment 5 ans d'opposition à nous préoccuper de l'élection présidentielle, pas d'autre chose. Donc le raccourcissement du temps politique a de ce point de vue-là profondément changé les institutions et évidemment, le personnel politique a épousé la sociologie des institutions. Ça passerait donc par un changement de République. À votre place, la semaine dernière, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui disait bien sûr qu'il faut changer le système institutionnel et pour une des raisons que vous évoquez à l'instant, qui fait que
De 5 ans en 5 ans, on rebondit d'élection présidentielle dans l'élection présidentielle et on ne traite pas les sujets. En tout état de cause, le débat institutionnel est un débat posé qu'il nous faudra ouvrir. Pour ce qui me concerne, je suis favorable à un changement radical de nos institutions. Et nous y reviendrons. Alors, c'est devenu une habitude, les déficits de la France dérapent. Du coup, une nouvelle fois, Paris réclame un sursis et un peu plus de temps pour remettre les comptes à l'équilibre. Comme toujours, la Commission va se crisper et céder. Comme toujours, les Allemands seront exaspérés, mais bienveillants. Reportage en Allemagne, Magali Lacrose et Pierre Dehorne. Un glas. Une certaine idée de la France en robe rouge, en arôme bien de chez nous, mais... C'est immer ein Traum. Version allemande. Jura, Bordeaux, Corbière, Beaujolais. Pour ce caviste de Berlin, la France reste la patrie de l'Europe latine, insouciante, celle des buveurs de vin. Une fois, nous sommes arrivés à midi chez le vigneron. Et on nous a dit « Revenez à 14 h ». Sauf que nous, on avait fait 400 km pour aller chercher le vin. Eh bien non, il fallait qu'il aille manger. Ça, pour nous, c'est injustifiable. C'est une particularité culturelle un peu étonnante. Malgré leurs coutumes qui agacent, les Français sont les premiers partenaires économiques de l'Allemagne. On se cherche et on se fuit. On se toise et on se rate. On se cherche, on se rate. Cela pourrait bien être la petite musique politique du duo franco-allemand et ses désaccords de couple. Ce soir-là, au centre français, le temps d'un vernissage, les Berlinois déchiffrent les relations entre Angela Merkel et l'Élysée. Sur le plan politique, Sarkozy et Merkel étaient plus proches. Mais d'un autre côté, je pense que Merkel accroche plus avec la personnalité de François Hollande. C'est grâce à sa personnalité que Sarkozy s'est plus fait connaître qu'Hollande en Allemagne. La question après est de savoir ce qu'on pense de sa politique. Je ne suis pas un grand fan de la politique de Sarkozy. Mais Hollande, lui, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas. Si François Hollande ne marque pas particulièrement les Allemands, c'était tout l'inverse avec son prédécesseur. Et dans la presse allemande aussi, les connaisseurs s'attardent plus volontiers sur la période Sarkozy, sans doute une question de style. On a beaucoup parlé de Merkozy, cette fusion entre les deux politiciens, mais il faut voir une chose, en fait, cette collaboration proche entre Sarkozy et Merkel, ça s'est passé que pendant la crise de l'euro. Les deux étaient forcés de travailler vraiment ensemble, mais si on se souvient, quand Sarkozy il a pris pouvoir en 2007, ça a commencé quand même avec beaucoup de confrontations avec Merkel. Donc pour le couple franco-allemand, elle préférerait un François Hollande à un Nicolas Sarkozy? Malgré tout, je crois, sur le style personnel, oui. Mais ça ne change rien au fait que Hollande est un président très très affaibli et pour le moment, il ne donne pas de signaux pour vraiment retourner cette situation, pour vraiment créer plus de croissance en France. Alors, selon les Allemands, comment François Hollande peut-il encore sauver son quinquennat? À Berlin, le café du commerce, c'est le Biergarten. En Allemagne, on dit que François Hollande doit devenir le Schröder français s'il veut vraiment avoir du succès. Me voilà avec une bière et un verre de vin. C'est un peu le symbole de l'amitié franco-allemande. Face à l'Europe des buveurs de vin, Berlin reste la capitale de la rigueur, celle des buveurs de bière. Alors vous voyez, à l'issue de ce reportage, on se dit que le duel a déjà commencé, non ? C'est-à-dire quand on interroge les Allemands, ils sont déjà dans le duel et la revanche Sarkozy-Hollande, ça vous surprend ou pas? Non, ça ne me surprend pas, parce que ce sont deux personnalités politiques qui, évidemment, ont remarqué les 10 dernières années. Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat et aujourd'hui le président de la République. Donc probablement que tout le monde veut Rocky II, la revanche, entre guillemets, entre Sarkozy et Hollande. En tout cas,
les journalistes l'attendent, l'espèrent, le souhaitent. Parce qu'on voit bien que Nicolas Sarkozy, notamment, continue à fasciner beaucoup de journalistes. On sait tous qu'il va y avoir du mouvement, que ça va bouger, que ça va changer, qu'il va y avoir des ruptures, des constats, qu'il va y avoir effectivement... Voilà, ça va bouger et ça intéresse évidemment le personnel avec un petit sourire, on a l'impression que vous le regrettez ou que vous trouvez qu'il y a quelque chose d'artificiel dans tout ça. Vous pensez que c'est ça qui joue? Il y a... C'est une création médiatique, Nicolas Sarkozy? Non, absolument pas. L'ADN de la France, c'est le bonapartisme. L'ADN de la Ve République, c'est le bonapartisme, c'est-à-dire la culture du chef. L'ADN de notre formation politique, et plus encore que toutes les autres, cette culture du chef. Et donc effectivement, l'absence de leadership que l'on peut ressentir à droite depuis un certain temps rend probablement nécessaire le retour de Nicolas Sarkozy. Ça ne veut pas dire, c'est pas le même sujet, ça ne veut pas dire que, pour ce qui me concerne, je soutiendrai Nicolas Sarkozy pour 2017. Alors on va mettre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. Mettons les choses dans l'ordre, je vous ai préparé un petit casting, la liste... J'allais dire des ralliés, le mot n'est pas très élégant, enfin tous ceux qui sont rentrés au bercail. Donc voilà, Laurent Wauquiez, Jean-Pierre Raffarin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, François Baroin, Dominique de Villepin. Tous ces gens-là ont dit clairement il faut que Nicolas Sarkozy, c'est une bonne chose, que Nicolas Sarkozy revienne à la tête de l'UMP. Et vous? Je considère que le retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il fallait en passer par la case parti? J'en suis pas convaincu. Mais plutôt une bonne chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire, par exemple, au travers de cet ouvrage? C'est de se dire juste une chose. On pourra peut-être parler beaucoup plus efficacement en essayant de parler d'une seule voix, en parlant de fond, qu'en étant en permanence dans la querelle des égos. Deuxième élément, il me semble que nous avons besoin de toutes les puissances qui sont les nôtres. Nous avons avec François Fillon une puissance intéressante, avec Alain Juppé une autre, avec Nicolas Sarkozy une autre. Vous voulez vous fâcher avec personne? Non, non, je veux juste qu'il y ait une compétition sincère via les primaires à terme. Sincère, c'est le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Je ne comprends pas la formulation. C'est une bonne nouvelle, dans le sens où nous avons besoin de la puissance de feu de Nicolas Sarkozy pour l'opposition aujourd'hui. À la tête de l'UMP. À la tête de l'UMP, ça ne veut pas dire que ce sera mon candidat pour 2017. C'est une façon de ménager un soutien éventuel à Alain Juppé. Ce n'est pas de ménager, je ne ménage pas mon soutien à Alain Juppé, je soutiens Alain Juppé pour l'élection primaire, parce qu'il me paraît être la personnalité qui correspondra à ce dont nous aurons besoin en 2017. Je reviens sur ce qu'on évoquait dans la première partie de l'émission. Pourquoi Alain Juppé me semble le bon candidat pour 2017? Pour une raison très simple, c'est qu'il ne fera qu'un mandat. Et qu'il sera donc désintéressé pour lui-même pendant son mandat. Il ne sera pas candidat à sa propre succession en 2022. Or, le drame de tout président de la République lorsqu'il est élu, c'est qu'il ne pense qu'à une chose, être réélu. Et donc il gouverne pour être réélu. Celui qui, à moi, semble-t-il, sera beaucoup plus intéressé pour lui-même, sera beaucoup plus efficace dans les réformes. Vous ne trouvez pas que c'est un peu juste comme argument de dire c'est le meilleur candidat, en gros, parce qu'il a passé l'âge et qu'il pourra faire que 5 ans? Non, attendez, si vous voulez qu'on fasse 10 minutes sur Alain Juppé, il n'y a aucun problème. Je considère effectivement qu'aujourd'hui... Oui, je considère cet axe-là, parce que le reste, pour moi, je le considère comme un acquis. Le fait que ce soit évidemment un homme d'État, qu'il ait de la hauteur de vue et qu'il ait la capacité à réformer, je pense que ces éléments-là sont des acquis. Donc je peux vous les citer si vous le souhaitez. Alors, avant la présidentielle, il y a la présidence de l'UMP. Ça vous surprend ou pas de voir à quel point, au fond, tout le monde se met désormais en ordre de bataille derrière Nicolas Sarkozy? Même ceux qui avaient eu des propos très durs à son encontre, ça veut dire quoi? C'est vraiment un homme de rassemblement ou alors il fait peur? Non, ça veut dire tout simplement que j'imagine, de la part des uns et des autres, qu'il pense que Nicolas Sarkozy va gagner et qu'il fera un bon président de l'UMP. Donc il le rallie pour ces raisons-là. Un candidat de rassemblement, est-ce que vous pensez qu'il peut faire le rassemblement? Est-ce que vous vous dites, quand vous voyez cette image-là, j'espère qu'il a changé? Mais je pense que Nicolas Sarkozy a été un très bon président de la République. Donc je n'ai pas forcément envie qu'il change. On l'aime les uns et les autres pour ce qu'il est. On ne va pas lui demander de changer. Vous pensez qu'il a réussi pendant 5 ans? Ah oui, je pense qu'il a réussi pendant 5 ans. Pourquoi il n'a pas gagné? Peut-être parce que la façon de réussir, son caractère, la crise n'a pas aidé objectivement à sa réélection. Je vous rappelle juste quand même qu'en 2008 et en 2010, on s'est tapé une crise financière et une crise monétaire. Donc effectivement, le chômage a explosé, les déficits ont monté et les Français ont voulu faire payer ça, plus effectivement ce qu'ils ont pu considérer comme un caractère qui les dérangeait en même temps. Ils ont aimé quelque chose en 2007, ils l'ont battu en 2012.
Qu'est-ce que vous attendez de lui? On entend ici ou là, on lit ici ou là qu'il va tout changer à la tête de l'UMP, qu'il veut s'entourer de jeunes. D'ailleurs, on vous a fait une petite présentation de ce qu'on a appelé les cadets. Alors, on ne les connaît pas encore, on va apprendre à les identifier. Il paraît que tous ces jeunes-là, ces trentenaires, vont entourer Nicolas Sarkozy lors de son retour à la tête de l'UMP. Tout changer à l'UMP, vous êtes d'accord? J'attendrai les propositions concrètes. Pour l'instant, on suppute les uns et les autres. Il n'est pas encore revenu, on ne sait pas ce qu'il va dire et on suppute ce qui va se passer. Attendons qu'il revienne déjà, qu'il l'annonce. Attendons ensuite qu'il nous fasse des préconisations et des propositions sur la façon dont il entend gouverner l'UMP et avec qui. Et ce qu'il en fera, et on jugera sur pièce. Je ne vais pas commencer à anticiper du jugement. Il n'y a pas de ligne rouge, c'est-à-dire changement de nom, ouverture à la droite et au centre. La seule ligne rouge, ce sera quoi? Je considère que l'ADN de l'UMP, à savoir un parti de centre et un parti de droite, est l'ADN qui nous convient. Et donc, ma ligne rouge sera la suivante. Je souhaite que l'UMP reste un parti de centre et de droite et que cette alliance libéraux-centriste-gaulliste est pour moi la martingale qui nous a permis de gagner en 2002, en 2007 et qui nous permettra de gagner en 2017. Il paraît que tout le monde défile rue de Miromesnil. Est-ce que vous avez eu rendez-vous? J'ai eu rendez-vous avec lui, effectivement, oui. Il y a longtemps? Il y a quelques jours. Et donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bonjour, parce que nous sommes polis. Le reste, ça restera pour nous. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'en faire un mystère? On sait qu'il revient dans une semaine. Question de mystère. Vous êtes allé gérer la suite, savoir quelle place vous aurez dans l'organigramme. Absolument. Comment ça se passe? Une réunion avec Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil, tout le monde y va. Ça se passe très bien. Oui. Ça se passe de façon très sympathique entre gens de confiance. Et parce que nous sommes entre gens de confiance, ce qui se passe entre lui et moi, ça reste entre lui et moi. Est-ce qu'il a essayé de vous convaincre qu'il était le meilleur pour 2017? Il sait, et je l'ai toujours dit, il le sait depuis toujours, que je suis proche d'Alain Juppé, que je resterai proche d'Alain Juppé et que je soutiendrai Alain Juppé. C'est pas incompatible de soutenir un sans être obligatoirement en guerre avec l'autre. Un jour, ça le sera, vous le savez. Peut-être, mais on n'est pas obligé, y compris quand il y a une compétition, de prendre des fusils. Vous avez parlé du pas fond. Toujours. Vous avez parlé du fond, de l'ADN de l'UMP. Vous avez fait part de vos réserves, de vos lignes rouges. Nous avons parlé de plusieurs choses et je vous répète une troisième fois que je les garderai pour moi. Est-ce que vous l'avez trouvé changé? Est-ce que vous pensez qu'il a changé? Pardon d'y revenir, mais c'est des choses qu'on va observer ici ou là parce qu'on entend aussi dire oh, attendez, Nicolas Sarkozy, c'est un homme du passé. Est-ce que c'est un homme du passé? Là encore, je répète la réponse que je vous ai tout à l'heure. Nicolas Sarkozy a du talent, il a des qualités, il a des caractéristiques claires d'homme d'État. Pourquoi voulez-vous changer ça? Moi, je ne crois pas à ces changements. Je ne crois pas qu'à X ans, y compris moi à 44 ans, je doive changer. Parce que j'ai des défauts, j'ai des qualités. C'est pareil pour tout le monde. Et le côté superficiel de je descends dans le métro pour montrer que je suis prof des Français, version Balladur en 1995, ou je monte sur une estrade pour montrer je ne sais quoi, ce ne sont pas, à mon avis, de bonnes martingales. Chacun doit rester ce qu'il est, point. Est-ce que, justement, en petite pirouette, pour revenir à notre discussion de début de l'émission sur déconnecter des réalités, vous ne pensez pas que quand on vit la vie qu'il mène aujourd'hui, qu'on fait des conférences dans le monde entier, on peut être un peu déconnecté de cette France-là Je ne le crois pas, parce que je pense là encore qu'on a besoin des deux. On a besoin du terrain et des conférences. On a besoin du terrain et de faire des réunions avec des experts sur tel ou tel sujet. Donc je pense qu'on a besoin des deux si on veut faire et le quotidien et le long terme. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour participer aux 12 travaux de l'opposition? Pour une seule raison. Il ne vous aura pas échappé qu'un livre, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça se prépare 8 mois avant. Il y a 8 mois, il n'était pas, me semble-t-il, question du retour de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que Jean-François Copé a démissionné il y a 2 ou 3 mois. Donc les timings ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous auriez pu rajouter un chapitre. On peut certes rajouter un chapitre, mais quand vous prenez un deal avec 12 personnes, vous restez avec 12 personnes. Qui plus est, il me semble que Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Oui. Là, il y a des ministres, des premiers ministres. On ne parle pas tout à fait des mêmes catégories. Est-ce qu'à partir de, lundi prochain, puisqu'il sera candidat dimanche, est-ce qu'à partir de lundi prochain, 1, il y a un chef, 2, il n'y a plus de débat à l'UMP? À partir du 27 ou 29 novembre, j'ai plus la date précise, il y aura un chef et il continuera à y avoir du débat. Bon. La semaine clé du quinquennat, titre aujourd'hui le JDD, retour de Nicolas Sarkozy, on vient d'en parler, la conférence de presse de François Hollande et le vote de confiance. Est-ce que vous allez voter la confiance? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance, tout simplement. Oui, c'est une bonne raison. C'est une raison simple, basique. On en discutera, j'imagine, tout à l'heure, si je prends le seul sujet des déficits. J'avais hésité il y a 5 mois à voter le pacte de responsabilité associé au pacte de compétitivité. Pourquoi j'ai refusé? Parce que j'avais des belles annonces sur le papier, mais que j'étais à peu près convaincu qu'elles ne se feraient pas.
Et bien 5 mois après, j'ai le résultat. Je vous rappelle qu'il y a 5 mois, on nous a présenté des déficits. On nous a dit voilà les économies qu'on va faire, voilà à quoi on finira l'année. 5 mois après, on rechange la feuille. Mais malheureusement, j'ai eu raison il y a 5 mois de ne pas voter ce pacte en question parce que malheureusement, là encore, il n'y a pas aujourd'hui de crédibilité dans les annonces qui sont faites. Et nous y reviendrons dans le détail avec Claude Veil qui vous interpellera justement sur la question des économies. Semaine clé du quinquennat, vraiment semaine clé avec une confiance dont on dit, bon, au final, ça va se faire, et une conférence de presse assez balisée du président de la République. Vous en entendez quelque chose vraiment de cette semaine? Non. Je pense que comme toujours, on surjoue la dramatisation. J'espère qu'il y aura la confiance, même si je ne la vote pas. Pourquoi? Parce qu'on serait en un risque institutionnel dramatique s'il n'y avait pas de confiance. La dissolution, la démission du président, tout ça, ce sont des fantasmes. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui en France à avoir une dissolution ou une démission du président, parce que ça veut dire qu'en plus d'une crise politique, économique et sociale, nous aurions une crise institutionnelle. C'est parce que la droite n'est pas prête? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'était pas souhaitable. Non, mais c'est ma question. J'ai pas dit que nous n'étions pas prêts. C'est ma question. Si effectivement les choses arrivaient, je pense que la droite est prête aujourd'hui à gouverner si nécessaire. Et j'en suis même convaincu. Simplement, je ne crois pas souhaitable que l'on joue aux institutions uniquement parce que les sondages ne sont pas bons. François Hollande, une conférence de presse dans un moment très particulier pour le chef de l'État, avec un rejet de l'opinion, le livre de son ex-compagne, etc. Est-ce que vous, là encore, la même question, vous pensez qu'il peut renverser la table? Vous attendez des annonces? Vous attendez un souffle nouveau? Dans le reportage que vous évoquiez tout à l'heure, sur l'Allemagne, pardon, que vous nous présentiez tout à l'heure sur l'Allemagne, il y avait un des interviewés qui disait « Ce que nous attendons de Hollande, c'est qu'il soit le Schröder de la France. Ben, j'aimerais bien qu'effectivement, à sa conférence de presse, il nous prouve qu'il peut être le Schröder de la France, c'est-à-dire celui qui réforme en faisant fi de l'échéance électorale de 2 ans et demi. J'aimerais effectivement qu'il renverse la table, pour reprendre votre expression, et qu'effectivement, il engage immédiatement les réformes qu'il n'a pas commencé à faire depuis 2 ans et demi. Lesquelles réformes? Je vais en citer 4 ou 5. Vous seriez prête à voter? Si effectivement elles sont dans la bonne direction, ça ne me poserait aucun problème intellectuel, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse les réformes dont la France a besoin, peu importe à la limite qui les fait. Je vais vous en citer 4 ou 5. La réforme du Code du travail. Elle est dans les tuyaux? Non, c'est pas parce qu'on dit réforme du Code du travail qu'elle est contenue. Alors c'est quoi? Alors, rentrons un peu dans le détail. Rentrons dans le détail. Je considère aujourd'hui, par exemple, que nous avons un contrat de travail unique, le CDI. Enfin, un contrat de travail principal, pardon, le CDI. Et que pour le contourner, on a créé le CDD et l'intérim. Pourquoi? Parce que le contrat de travail français, CDI, est trop corseté pour faciliter la vie des entreprises sur l'embauche et la débauche. Il nous faudrait, me semble-t-il, un contrat de travail unique qui fusionne CDI, CDD, pour avoir un contrat beaucoup plus souple et que les entreprises puissent embaucher quand elles en ont besoin, mais malheureusement débaucher quand elles n'ont pas besoin. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est que les entreprises sont frileuses à l'embauche, parce qu'elle se dit, si dans 2 ans j'ai un problème, je ne pourrai pas revenir en arrière. Voilà une réforme structurelle. Deuxième exemple, la réforme des retraites. Nous avions commencé à porter de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus en moitié en arrière. Mais il faut effectivement aller probablement plus loin, jusqu'à 65 ans. Alors, je vais vous taquiner un peu, mais je vous demande des réformes. Vous incarnez cette nouvelle génération à l'UMP qui est censée bousculer un peu les habitudes et au fond, et les codes, etc., qui peut incarner une espérance pour le peuple de droite. Vous nous sortez, pardonnez-moi, le Code du travail, la réforme des retraites. Les Français qui vous regardent aujourd'hui, ils ont le sentiment que ça fait 2000 ans qu'on leur parle des mêmes réformes qu'il faut engager. Ça fait 2000 ans qu'on ne les fait pas. Donc je peux vous inventer, si vous voulez, 18 réformes qui n'auront pas d'intérêt. Je vais effectivement, désolé, être ennuyeux et vous rabâcher les oreilles probablement avec les mêmes réformes. Mais le problème, c'est que les gens vont vous dire, c'est pas ça, mais ils vont vous dire, mais vous avez été 5 ans au pouvoir. Si vous voulez faire les choses que vous n'avez pas faites avant. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes de la France, c'est qu'on se contente de faire des annonces, des discours, des speeches. On va avoir une conférence du président de la République, on va avoir un discours de politique générale du Premier ministre. Très bien. Et après, les annonces, c'est bien pour occuper les gazettes pendant 48 heures et dire oh, on fait la réforme territoriale. Le résultat, c'est que le contenu, on ne l'a pas. Et qu'on n'a pas la réforme territoriale. Et pourquoi on l'a pas? Tout simplement parce qu'en France, la vie politique se concentre exclusivement sur les annonces. Un bon ministre, c'est celui qui annonce une loi. Vous l'avez fait, ça? Non, je n'ai pas fait de loi. Que derrière la loi soit efficace ou pas efficace, peu importe, qu'elle produise des résultats ou pas, peu importe. Concentrons-nous sur la mise en œuvre des réformes.
et non pas sur l'annonce de la réforme. Ça fait effectivement 20 ans, je me répète, qu'on annonce tous les 4 matins et la simplification et le choc de je sais pas quoi, etc. Benoît Paru. Bien sûr. Vous savez ce que c'est que d'être responsabilité. Tout à fait. Vous savez ce que c'est de dire, allez, on va lancer une réforme et puis d'avoir une machine administrative, d'avoir des procédures législatives qui sont longues, qui sont... Alors, il ne suffit pas de venir dire, voilà, il faut aller plus vite, il ne faut pas se contenter des annonces. Je pense que tout le monde est d'accord avec ce que vous dites. Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans la mécanique pour que ça aille plus vite, pour que ce soit efficace? Je n'ai pas forcément dit aller plus vite. J'ai dit aller au fond des choses. La réforme territoriale, c'est la 4e qu'on nous annonce, comme étant la réforme des réformes. À chaque fois, on affadit les contenus. Une réunion interministérielle et la moitié de Bercy ou la moitié de l'intérieur vous plante la moitié de votre réforme. Puis ensuite, vous passez devant les corps constitués, et on vous enlève encore une moitié, vous finissez au Parlement, il ne vous reste plus grand-chose. Donc, d'une belle intention, vous sortez avec pas grand-chose. Et donc, 3 ans après, vous remettez la même réforme sur l'établi. Raison pour laquelle vous allez considérer que les 2 exemples que j'ai pris tout à l'heure étaient des exemples que vous aviez entendus 50 fois. C'est vrai. Sauf qu'il y a 50 fois qu'on vous l'a annoncé, 50 fois que nous ne l'avons pas fait. L'enjeu principal pour François Hollande, mais malheureusement, je pense qu'il ne le fera pas pour des raisons X ou Y. Et l'enjeu principal sur 2017, ce n'est pas ce que nous allons annoncer, c'est ce que nous ferons effectivement. Pourquoi j'évoquais tout à l'heure cette idée du désintéressement autour d'Alain Juppé? Parce que justement, l'enjeu pour moi principal de 2017 ne sera pas la campagne électorale. Et ce que nous annoncerons pour la campagne électorale, c'est ce que nous ferons après. Et qui aura la capacité de faire les choses sans penser à l'élection du surlendemain? Alors justement, il y a une campagne qui est en cours, c'est la campagne dont on ne parle pas, et pourtant, elle a débuté, c'est la campagne des sénatoriales. Les pronostics sont toujours les mêmes depuis des mois. À la fin du mois, le Sénat devrait basculer à droite, mais aux yeux des Français, l'urgence, c'est surtout de démontrer que la Chambre haute, comme on dit, sert vraiment à quelque chose. Barbara Steck. Le Sénat se prépare à l'alternance. Dans 2 semaines, il devrait basculer à droite. Un nouveau revers pour le pouvoir en place? Un séisme politique? Moi, j'ai toujours considéré que le passage ici, vous voyez, il n'y a rien de personnel, de familial, si ce n'est la photo de Jean Jaurès, mais ça, elle ne m'a jamais quitté. Elle me suivra longtemps, je crois. L'actuel président socialiste est sur le départ. Il ne briguera pas de mandat supplémentaire et la cohabitation qui se dessine ne semble guère l'alarmer. Je ne crois pas que ce soit fondamental, puisque, je viens de vous le dire, plus de 50 ans de majorité de droite pour tous les gouvernements de gauche, ça n'a pas empêché François Mitterrand de gouverner, ça n'a pas empêché Lionel Jospin de faire passer des lois qui sont encore dans les esprits. Dans ce cas, à quoi sert le Sénat? Sur le terrain, la question revient régulièrement. Didier Guillaume, candidat socialiste à la présidence du Sénat, critique le manque de productivité de son Assemblée. Les gens se posent une question maintenant. Est-ce que le Sénat sert encore à quelque chose, droite ou gauche? Et est-ce qu'on a encore besoin d'un Sénat? Et moi, je veux être très solennel sur le sujet, et en disant à tous les sénateurs, à mes amis comme les autres, attention, de notre comportement, de votre comportement, il peut en découler une réponse institutionnelle qui est de dire, finalement, si le Sénat ne sert à rien, autant supprimer le Sénat. C'est reparti pour le match avec M. Raffarin? Oui, avec Marigny aussi, qui est un candidat aussi sérieux. Un changement de comportement difficilement imaginable, tant les visages du Sénat ont du mal à se renouveler. À l'UMP, un remake de 2008 se prépare pour la présidence du Sénat. Un duel à 3 entre Gérard Larcher, alors victorieux, Jean-Pierre Raffarin et Philippe Marigny. L'image d'une vieille garde figée dans le temps. Moderniser l'image, c'est d'abord avoir une image, donc être visible. Ça va être ma première préoccupation. Le terme de moderniser, je ne sais pas, c'est qu'il faut donner le sentiment que le Sénat est utile à la République. Et c'est vraiment la tâche et l'objectif auquel je m'attelle. Difficile d'exister dans un système bicaméral où l'Assemblée nationale a de toute façon toujours le dernier mot. Bon, on disait avant le reportage, il faut aller plus vite, il faut gagner du temps, il faut changer les institutions. On regarde le Sénat? Non. Non? En tout cas, pas tel qu'il est. Je pense que nous avons besoin en France de 2 chambres, comme dans toutes les grandes démocraties du monde. Parce que c'est bien de faire des petites réformes comme ça, à la voir vite, mais regardons ce qui se passe 50 ans ou 100 ans après. Donc tous les pays du monde ont 2 chambres. La nôtre, le Sénat, me semble-t-il, aujourd'hui, il est mal organisé. Je suis favorable, pour ce qui me concerne, à 3 évolutions potentielles. La première, c'est effectivement la fusion
comme ça avait été prévu en 1969, entre le Conseil économique et social et le Sénat. 2, que le Sénat représente mieux les collectivités locales et donc qu'il y ait un système de représentation directe. Et 3e élément, qu'il y ait une proportionnelle intégrale au Sénat pour représenter les diversités, ce qui nous permettrait à ce moment-là de garder le scrutin majoritaire sans proportionnel à l'Assemblée nationale. Ça rendrait le Sénat utile, tout ça? Je pense qu'en tout cas, il serait beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que ça permettrait de faire des économies? Probablement, puisqu'aujourd'hui, rappelez-vous que la France n'est pas dans un système bicaméral. La France a 3 chambres officiellement, selon la Constitution. La Chambre des députés, le Sénat et les représentants des corps sociaux avec le Conseil économique et social. Je proposerai, pour ce qui me concerne, de fusionner ces 2 derniers. Claude Veil, journaliste politique et éditorialiste, va se pencher sur les comptes. Et justement, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la nécessité de réduire les déficits. Mais comment? Mais comment Bonsoir Bonaparte. Bonsoir. Je suis content de parler avec vous parce que vous êtes quelqu'un qui parle cash. Et qui... En parlant de déficit, oui, vaut mieux. Oui, non, qui dit les choses et qui fait un diagnostic cruel de la situation politique où nous sommes. En gros, votre analyse, c'est que le système politique est bloqué, qu'il est aujourd'hui plus le problème que la solution, parce que le manque de courage des gouvernants en place et les oppositions stériles ou artificielles rendent de fait impossibles les réformes nécessaires. C'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui. Au fond, le diagnostic, c'est que les uns et les autres font passer leur intérêt électoral avant l'intérêt général. Alors, comme vous êtes du côté de l'intérêt général, pour le moment, on va envoyer balader l'intérêt électoral et on va essayer de regarder les choses cash et de dire qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas. Concrètement, le gouvernement, comme on le sait, est sorti des clous, s'apprête à négocier à Bruxelles un nouveau report. Est-ce qu'il faut négocier un nouveau report ou est-ce qu'il faut à toute force aller vers l'objectif 3% sur lequel la France est engagée ? Je pense que le gouvernement n'aura pas d'autre choix, malheureusement, que de négocier un énième report. Le 3e depuis 2 ans et demi. Rappelons que François Hollande s'était engagé à faire les fameux 3% à horizon 2013. Et que pour la première fois, depuis 5 ans, le déficit ne va pas cette année baisser, mais remonter, passant de 4,3 points de PIB à 4,4 points. Ça, c'est la situation où nous sommes. Mais vous êtes Valls. Vous êtes Valls. Donc votre objectif, c'est de revenir aux 3% quand ? L'objectif aujourd'hui, vu la situation économique dans laquelle nous sommes et financière dans laquelle nous sommes, serait probablement de revenir à 3% à horizon 2015 ou 2016. Il prévoit 2017. Pour ça, ça demanderait effectivement des décisions lourdes et courageuses. Alors parlons de ces décisions lourdes et courageuses. Donc, pour réduire les déficits, je connais que 2 méthodes. Augmenter les impôts ou réduire les dépenses. Les impôts, je ne pense pas que ce soit votre... Ah non, alors, il y a 4 méthodes. Donc on réduit les dépenses. Allons-y. Vous tapez sur les recettes, soit les impôts, soit la croissance. Les impôts, évidemment, non, 50 milliards de plus sous le quinquennat actuellement, c'est suffisant. La croissance, elle n'est pas au rendez-vous. Et surtout, miser sur la croissance n'est pas une bonne solution. Pourquoi ? Parce que vous êtes content quand vous avez 3 ans de croissance. Mais quand la 4e année, il n'y a plus la croissance, vous retrouvez vos déficits. C'est exactement ce qui s'est passé sous, par exemple, le quinquennat, entre guillemets, Lionel Jospin, où effectivement il y a eu de la croissance, donc les déficits ont baissé. Le jour où il n'y a plus la croissance, les déficits sont repartis, parce que vous n'avez pas fait les vraies réformes. Donc on réduit les dépenses. Ensuite, réduction des dépenses, il y a 2 façons. L'inflation. Je fixe les chiffres à la louche. Si vous voulez revenir à 3% en 2015, il faut réduire d'à peu près 30 milliards la dépense publique. D'accord. Comment on trouve 30 milliards dans la dépense publique et où ? État, collectivité locale ou protection sociale ? Les 3, mon colonel. Les collectivités locales. L'État aujourd'hui a décidé sur les 50 milliards qui sont prévus de faire 10 milliards d'économies sur les collectivités locales. On garde. C'est une bonne chose. On ne peut pas, nous, collectivités locales, je suis maire de Châlons-en-Champagne, dire à l'État et donner les leçons à la terre entière en disant il faut faire des économies et dire que nous, on doit s'en exonérer. Donc nous devons, nous aussi, assumer notre part de réduction des déficits. Donc ces 10 milliards-là, il faut les garder. Je pense qu'ensuite, il faudrait, même si, pardonnez-moi, je vais être redondant par rapport à des choses que nous avons déjà dites, il faudrait effectivement reprendre le 1 sur 2 qui permettait donc de non-reconduction des départs à la retraite, ce qui nous permettrait globalement d'économiser 3 milliards par an. Si on élargit ce 1 sur 2 aux opérateurs de l'État, c'est-à-dire toute une série d'agences diverses et variées, on peut faire 1 milliard de plus. Vous avez 4 milliards d'euros d'économies potentielles. Retraite, 62-65, je l'ai évoqué. 62, et puis il y a d'autres pistes. Attendez, à quelle échéance ? Je pense qu'aujourd'hui, l'échéance qui était prévue, c'est 2016. Elle a été reportée en 2017. Nous pouvons faire 2 choses. À échéance 2017, monter
le régime des retraites à 65 ans et évidemment d'ici 2017 et évidemment fusionner l'ensemble des régimes spéciaux pour n'avoir plus de régime spécial de retraite. Donc on supprime tous les régimes spéciaux et on aligne tout le monde sur le régime général. Tout à fait. Je peux vous prendre instantanément ou en sifflet, avec une sortie en sifflet comme la réforme de la SNCF. Toujours en sifflet parce qu'il n'y a pas d'autre méthode. Donc les économies sont très longues à venir. Elles sont longues, sauf qu'elles sont structurelles. Là, petite parenthèse sur le fait que ça ne passerait pas comme ça d'aligner tout le monde sur le régime général. Là on joue à Yaka Faucon. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'opinion publique. J'ai pas dit que c'était facile à faire. Je dis qu'il faut malheureusement en passer par ce qu'on va appeler des purges, ce qu'on va appeler des choses difficiles, mal comprises, qui généreront peut-être et probablement de la rue, mais si on ne le fait pas, malheureusement, on se reposera dans cette émission ou dans une autre les mêmes questions dans 5 ans. Il y a d'autres pistes. Ministère du Logement, logement social, 5 milliards d'euros de dépenses par an. Je pense qu'on peut en économiser assez vite, 1,5 milliard, en construisant tout autant de logements sociaux qu'aujourd'hui. Pourquoi ? On prend un exemple très concret. La France possède aujourd'hui, l'État français, de fait, 4,5 millions de logements. On peut en vendre 1% par an. Si on vend 1% de logements par an, on fait des économies budgétaires et on utilise cette recette-là pour construire de nouveaux logements sociaux. Éducation nationale. Le temps scolaire des lycéens français est de 12% supérieur au temps scolaire de la moyenne de l'OCDE. Nous dépensons en France 85 milliards d'euros pour l'éducation nationale, quand on en dépense en Allemagne 55, avec de meilleurs résultats scolaires que nous. Il y a des marges d'économie. Donc comment on économise 30 milliards dans l'éducation nationale ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous pouvons, me semble-t-il, dans l'éducation nationale, comme ailleurs, je n'ai pas dit qu'il fallait faire 30 milliards. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire 30 milliards. Vous avez pris de la référence allemande. Je fais la comparaison pour dire qu'on ne peut pas rester obnubilé par des sacro-saints tabous type l'éducation nationale pas touche, alors qu'on a parmi les plus mauvais résultats de l'OCDE, alors que la France est le pays qui dépense le plus d'argent au niveau de l'OCDE. Donc il y a, je crois, des capacités à réformer pour être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait, tout en ayant effectivement une réduction de nos déficits. Sur le financement, la protection sociale, comme vous le savez, c'est à peu près 45% de la dépense publique. C'est la plus importante. C'est le premier budget, loin devant celui de l'État. Qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le périmètre de la protection sociale, auquel les Français, comme on dit, sont très attachés, ou on change le mode de financement pour peser moins sur le coût du travail ? On change le mode de financement pour peser moins sur le coût du travail. Donc TVA. Donc TVA. Un exemple très concret. Je le disais Combien de points de TVA vous avez ? Je vais y venir, mais je vous donnerai un exemple pour essayer de prouver l'importance de ce sujet-là. La semaine dernière, Air Liquide, boîte industrielle française, décide de supprimer 70 emplois à Châlons-en-Champagne, en fermant l'usine de Châlons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Partir en Roumanie. Que m'explique le vice-président que j'ai reçu ? Que le patriotisme économique, ce n'est pas son problème, et qu'effectivement, il préfère aller en Roumanie qu'en France. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer des baguettes de soudage, il a, dans un coût complet de la baguette, 20% de coût du travail. Et qu'il y a un ratio différentiel entre la France et la Roumanie sur le coût du travail de 1 à 5. Ça lui coûte 5 fois moins cher en Roumanie. Qu'est-ce qu'il fait ? 70 emplois de moins en France qui partent en Roumanie. Voilà un exemple très concret. On s'aligne sur la Roumanie ? Voilà je vais y arriver. Voilà un exemple c'est le vrai sujet. Voilà un exemple très concret de pourquoi il faut réduire le coût du travail en France. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le coût du travail pèse essentiellement sur les actifs. Celui qui travaille paye pour ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les chômeurs, les malades ou les retraités. Il faut, me semble-t-il, enlever du coût du travail qui pèse sur les actifs pour le reporter via la TVA sur tout le monde. C'est une bascule de combien ? 3 points de TVA, 5 points de TVA ? Je pense qu'il faut une bascule autour de 5 points de TVA pour avoir un effet massif. À la condition, bien évidemment, que le gouvernement, je le souhaite, n'augmente pas la TVA pour réduire son déficit. Parce que là, ce serait une catastrophe. Dernière question, si Caroline le permet. Non, c'est juste sur l'histoire de la Roumanie, pardonnez-moi, mais c'est un exemple, au fond, qui a assez peu de sens. Comment est-ce qu'on s'aligne, du coup, sur... On n'y arrivera jamais à s'aligner sur les coûts. Mais personne n'a dit qu'on allait s'aligner sur les coûts. Il faut réduire les différences de coûts. Là encore, l'idée n'est pas d'avoir une protection sociale à la roumaine. Mais il y a 2 sujets. Il y a le niveau de la protection sociale et qui paye pour la protection sociale. Aujourd'hui, ceux qui payent pour la protection sociale sont ceux qui sont au travail. La question, c'est de faire peser la protection sociale sur l'ensemble de la population en touchant à un autre impôt, à savoir
la TVA qui touche tout le monde, la consommation. Parmi la galerie des Vierges Noires que vous avez promis de décanner, il y en a une qui a échappé à votre attention, c'est les 35 heures. J'imagine que les 35 heures... Vous voulez toucher aussi les 35 heures? Plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Pourquoi? Les 35 heures, aujourd'hui, c'est un coût globalement de 15 milliards d'euros. L'ensemble des allègements de charges, c'est 24, mais sur les 35 heures, c'est 15 milliards. Si on enlève les 35 heures, bah, ça veut dire qu'il faut enlever les 15 milliards. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, on remet 15 milliards de plus sur le dos des entreprises. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Donc pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus sur la préconisation qui a été faite par certains, je pense notamment à François Fillon, qui est de dire laissons le choix de la durée du travail aux entreprises. Qui mieux qu'une PME de Châlons-en-Champagne peut décider ce qui est bon pour elle. Parce que la situation économique de Châlons-en-Champagne, ce n'est pas la même que celle de Nantes ou que celle de Tourcoing. Et donc, l'entreprise doit pouvoir décider elle-même quelle est sa durée légale du travail. Sous évidemment les barrières européennes, il y a des obligations européennes avec des maximums horaires par semaine dictés par l'Union européenne. Restons dans ce cadre-là et donnons aux entreprises la capacité de décider quel est le bon horaire pour elles. Dernière question, si Caroline le permet. Ce programme que je crois que vous avez employé le mot de purge, de purge nécessaire, ce programme, je vous l'annonce, la gauche ne le fera pas. D'abord parce qu'elle n'a pas de mandat pour ça et elle n'a pas de majorité pour les voter. Je ne crois pas que la droite la fera non plus, pas plus qu'elle l'a fait hier, parce que les oppositions, les résistances seront trop fortes et que le système politique étant ce qu'il est, aucun président, même s'il ne se représente pas comme Alain Juppé, ne prendra le risque de casser la France. En revanche, est-ce que la France avec ça ? Non, c'est l'inverse. Est-ce que ces réformes... La France, elle est cassée aujourd'hui. Si on ne fait pas ces réformes, on sera effectivement encore plus cassé demain. Deviendrait possible, dans une nouvelle configuration politique, de grandes coalitions à l'allemande, c'est-à-dire de coalitions des centres, diront, qui iraient de la droite de la gauche à la gauche de la droite. Est-ce que ça serait de nature à débloquer le système politique ? J'ai évoqué, je crois, il y a 18 mois, l'idée d'une union nationale. J'ai pris une volée de bois vert. Bon, pourquoi j'ai évoqué cette idée? Pas tout à fait dans le même registre que vous. Je disais la chose suivante. Je souhaiterais effectivement, c'était il y a 18 mois, un CDD, cette fois-ci, de 18 mois pour un gouvernement d'union nationale pour faire ces 5 ou 6 réformes-là et dépasser l'ensemble des clivages. C'était, me semble-t-il, la seule façon d'y arriver en dehors d'une élection présidentielle. Je dis bien en dehors... En gros, ce qu'a fait Mario Monti en Italie. Tout à fait, ou ce qui a été fait, ce que fait Angela Merkel aujourd'hui. Je disais bien en dehors d'une élection présidentielle. En 2017, il faudra que nous ayons le courage d'arriver à l'élection présidentielle avec ce type de préconisation-là pour pouvoir le faire dans les 6 mois qui suivent. Dans les 6 mois qui suivent, tout de suite. Là encore, le sujet, c'est comment on arrête d'avoir 5 millions de chômeurs, 30% de Front National, les deux étant totalement liés. Le 30% de Front National, c'est parce qu'il y a beaucoup de chômeurs. Le 30% de Front National, c'est aussi parce que depuis 20 ans, nous n'avons pas su retrouver la crédibilité de ce que doit être un homme public, un homme d'État, à savoir préparer les générations futures. Réduire les déficits, par exemple, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour ça. Merci beaucoup, Claude. Nous allons passer maintenant aux photos de la semaine. Vous l'avez vu, cette image, bien sûr, qui ne l'a pas vue, un otage britannique de 44 ans, décapité. Il était humanitaire. Est-ce que vous êtes favorable à une intervention de la France aux côtés de la coalition internationale? Est-ce que c'est notre rôle d'être engagé militairement auprès des Américains, entre autres, des Britanniques? Bien sûr, c'est notre rôle, pour des raisons humaines, pour pas que ces images délirantes ne se reproduisent, et puis parce que on ne peut pas avoir ce qui est légitime, la peur du terrorisme, et ne pas se préoccuper des foyers de terrorisme. Les foyers principaux aujourd'hui de terrorisme, c'est la bande sahélienne. Et c'est pour partie, malheureusement, ce que d'aucuns veulent appeler, et il ne faut pas utiliser ce terme-là, l'État islamique, en gros, potentiel entre la Syrie et l'Irak. Donc oui, il faut intervenir pour réduire à néant ces islamistes. Et est-ce que vous soutiendrez, du coup, le texte qui sera présenté en début de semaine, le texte de Bernard Cazeneuve sur les filières djihadistes contre les filières djihadistes? Probablement. C'est bien qu'il y ait une union nationale sur ce genre de sujet. Il a raison, Bernard Cazeneuve. Je pense qu'il a effectivement raison, c'est aujourd'hui dans le JDD, il a aujourd'hui raison effectivement de demander une union nationale sur ce type de sujet-là. Un référendum sur l'indépendance en Écosse. Voilà, ces 2 drapeaux. Est-ce qu'ils vont continuer de faire un petit bout de chemin ensemble? On le saura jeudi. Il y a aussi la Catalogne qui réclame un référendum sur le sujet. La suite, c'est quoi? La Bretagne, la Corse, l'Europe des régions?
C'est une inquiétude ou pas? Non, parce que les histoires sont totalement différentes. Je ne me prononcerai pas sur ce référendum-là, parce que c'est pour moi pas un homme politique français de se prononcer sur ce qui se passe en Écosse et en Grande-Bretagne. C'est le fruit de l'histoire. On va pas revenir à 1307 et les brouettes, mais enfin, l'histoire entre l'Écosse et la Grande-Bretagne est une histoire pour le moins complexe. On n'est pas tout à fait dans la même situation, me semble-t-il, en France, heureusement. Donc nos histoires sont différentes, donc ne calquons pas les choses. Sans transition, des petites unes, la une de Closer, la une de Paris Match, le livre de Valérie Trierweiler, la pipolisation de la vie politique, on a l'impression de ressortir une vieille histoire, ça fait longtemps qu'on en parle, mais est-ce que vous préservez votre vie personnelle? Comment est-ce que vous gérez ça en tant qu'homme politique, cette espèce d'intrusion dans la vie privée des hommes politiques? Pour l'instant, je n'ai pas eu à le subir, mais je pense que je ne le vivrai pas bien, parce que je considère qu'il faut conserver une séparation entre la vie privée et la vie publique. C'est ça la question. J'espère, je souhaite que ce soit encore possible. En tout état de cause, j'avoue que je ne suis pas fanat de ce type de une-là. Je mets un petit bémol peut-être. J'ai cru comprendre que pour ce qui concerne la une de Paris Match, ce sont des photos volées, ils n'ont pas participé à ce jeu-là, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous allons passer maintenant aux questions SMS. Avec cette première question, c'est rassurant d'entendre que le Front National n'est pas aux portes du pouvoir, mais en êtes-vous certain? Non, j'en suis pas certain. J'en suis évidemment pas certain. Mais je pense qu'il est déjà loin de faire 50%, même s'il s'en rapproche et même si, il y a 5 ans, je vous aurais dit 30% pour le Front National, c'est absolument impossible. Donc il s'en rapproche. Et il s'en rapproche parce que je crois que nous avons mal analysé les causes de la montée du Front National. Les causes de la montée du Front National, c'est principalement, me semble-t-il, la désespérance et le chômage. C'est la première cause, beaucoup plus que la sécurité et l'immigration. La deuxième cause principale, c'est l'absence de confiance dans les hommes publics et dans les hommes politiques. Je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais le fait de dire depuis 30 ans les mêmes choses sans les faire, ça génère du Front National. Je suis intimement convaincu que demain, si nous voulons faire simplement notre job, c'est-à-dire faire les réformes, par exemple, que nous avons évoquées tout à l'heure, ce sera peut-être très difficile pendant 2 ou 3 ans sur le plan électoral. Ce sera peut-être très difficile sur le plan des sondages. Mais je suis convaincu que c'est en faisant ça que durablement, on fera baisser le Front National. La réforme territoriale est-elle vraiment nécessaire? Ça vous fait sourire déjà? Oui, je pense qu'elle est nécessaire. C'est le sujet que j'ai traité dans le cadre de l'ouvrage que vous présentiez tout à l'heure, les 12 travaux de l'opposition, à la condition qu'on se pose, me semble-t-il, les vraies questions. La première des questions, c'est, pour moi, décentralisation ou autonomie. On parle toujours de décentralisation en France. On se compare avec l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, elles ont des régions qui sont relativement autonomes. Tranchons ce débat-là. Ensuite, je considère effectivement qu'il faut simplifier la vie administrative française, simplifier le millefeuille territorial, supprimer, ce serait ma thèse, les départements et transférer les pouvoirs des communes aux intercommunalités pour avoir 3 niveaux d'administration en France, comme dans tous les grands pays, l'interco, la région, l'État. On est d'accord que pareil, supprimer les départements, pardon, vous allez croire que je fais une fixette, mais c'est pareil, ça fait partie des sujets. À chaque fois qu'il y a des campagnes électorales, on nous ressort la suppression des départements. C'est l'archétype de la réforme non faite, annoncée par Manuel Valls il y a 5 mois, abandonnée par le même Manuel Valls il y a 5 mois. Donc effectivement, on a annoncé cette réforme 20 fois, on ne l'a pas faite. À droite aussi, ça a été un sujet à plusieurs reprises. Là encore, j'ai essayé tout au long de cette émission de dire que ce n'est pas propre à la gauche. Aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent, donc c'est à eux que je fais ces reproches-là. Mais malheureusement, il nous est arrivé dans le passé de faire des promesses, de ne pas les tenir, de proposer des réformes et de ne pas les faire vraiment. Selon vous, une dissolution de l'Assemblée nationale serait-elle catastrophique aujourd'hui pour l'UMP? Pour l'UMP, non. Pour la France, oui. Pourquoi cette différence? Parce que, je l'évoquais tout à l'heure, pour moi, on ne joue pas avec les institutions. Les institutions, ça a un caractère pas sacré, parce que ça peut être modifié, mais on ne joue pas avec en fonction des sondages. Donc c'est pas parce que ça nous ferait plaisir de revenir au pouvoir qu'il faut demander une dissolution. Si vous faites une dissolution demain, ça veut dire quoi? Que le président de la République dit « Désolé, j'y arrive plus, je ne suis pas au niveau, j'ai des sondages trop pourris, donc je vous rends le pouvoir ». Vous allez voter, vous allez vous prononcer. Pour l'image du président de la République, pour le statut du chef de l'État français, ça ne me paraîtrait pas une bonne chose. Il a été élu pour 5 ans, il est légitime pour 5 ans. Donc, ça veut dire, j'avance sur la question d'après, selon vous, doit-on réformer la Ve République? Réponse oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il faut la réformer en profondeur.
D'ailleurs, la 5e République d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 58. Elle a été réformée de Elle a nombreuses fois. tellement été bougée sans qu'on en regarde les conséquences à long terme qu'effectivement, ça n'a plus rien à voir avec 58. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il nous faut profondément changer les institutions françaises. Passer à la 6e République. Peu importe les chiffres. Mais ça vous ennuie de dire ça parce Non. que c'est un thème qui est plutôt... Attendez, non. personnellement, ça ne me gênerait aucunement de dire la 6e. Ça ne me pose pas de problème. Je dis Vous savez simplement que ça va déplaire à Alain Juppé, ça, non? Qu'en savez-vous? Non, il est d'accord pour une 6e République? J'en sais rien. Vous lui poserez la question. Je ne parle pas au nom des autres, mais en mon nom propre. Pour ce qui me concerne, ça ne me pose pas de problème d'utiliser ce terme-là. Une question personnelle, tiens. Pensez-vous incarner la relève à l'UMP? Non. Non? Je pense que nous sommes plusieurs à incarner, Oui, entre guillemets, si ce n'est la relève. Je suis quelqu'un qui assume son ambition et je suis ambitieux. Quelle est votre ambition? J'aime bien monter les étapes les unes après les autres, sans brûler les étapes. Elle va jusqu'où? Aujourd'hui, j'aurai des ambitions pour avoir des responsabilités plus importantes que celles que j'ai déjà eues, mais pas pour dire je vais être président en 2158 ou je vais être Premier ministre en 2352. C'est ce que vous faites. Vous dites, en gros, j'ai été ministre, donc après ministre, il y a... J'ai été secrétaire d'État Oui. dans un moyen ministère. Voilà, il y a des progressions. Bon, chaque d'accord. chose en son temps. Enfin, là encore, le côté j'ai 40 ans, j'ai été secrétaire d'État et je me vois déjà président de la République, je trouve que brûler ces étapes-là, donner le sentiment, là encore, que la seule chose qui intéresse, c'est qu'est-ce que je fais, sans avoir la capacité de porter, par exemple, une idéologie lourde pour incarner quelque chose, ça me paraît déconnecté. Mais peut-être un jour président de la République? C'est pas le sujet. Franchement, je le dis vraiment très sincèrement. Je dis pas que j'y pense pas. Je dis pas que ça me fait pas rêver quand je me... C'est honnête de votre part, au moins de le dire. Je dis pas que j'y pense pas, je dis pas que j'en rêve pas, je dis pas que ce serait un fantasme, c'est pas le sujet. Je dis simplement la chose suivante. Avant de faire ça, il faut faire des preuves. Avant d'afficher ce type d'ambition-là, avant de la construire, ce type d'ambition-là, il faut faire ses preuves. Je considère aujourd'hui que je n'ai pas fait mes preuves suffisamment en responsabilité pour pouvoir le dire et même le penser. Et puis attention à ce que vous nous avez dit en début d'émission sur la maladie de la 5e République qui consiste à penser forcément à la prochaine élection. Allez, à quand un homme politique courageux qui prendra des décisions impopulaires mais nécessaires pour le pays? À quand? Vous le connaissez celui-là? J'espère en 2017. Parce que je crains que cette semaine, ni François Hollande, ni Manuel Valls n'aillent dans cette direction-là. C'est Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, ce profil-là? L'un ou l'autre, quel que soit celui de 2017, même si j'ai ma préférence, j'espère qu'il mènera à bien ces réformes en question. Une dernière question. Il y a beaucoup de sujets politiques qui ne sont ni de droite ni de gauche. Pourquoi les politiques ne pourraient pas de temps en temps travailler ensemble? C'était la question que vous posait Claude Veil à la fin de son intervention. Parce que l'histoire française est une histoire de violence, de rupture, que nous avons une vie politique française ultra manichéenne. Il y a les gentils et les méchants et vice-versa, et que nous ne savons pas nous rassembler sur deux ou trois sujets essentiels. On peut aussi décider d'arrêter ou pas, non? C'est culturel, c'est comme ça, c'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Je ne sais pas si c'est dans nos gènes ou dans notre ADN. En tout cas, la culture politique française est une culture faite de violence. Il y a un élément, me semble-t-il, et c'est François Hollande qui a la main là-dessus. Je pense que la gauche française n'a pas encore compris, et c'est la seule en Europe, que le mur de Berlin était tombé. Et qu'elle est encore empêtrée dans ses idéologies, pardonnez-moi de le dire, marxistes. Les frondeurs nous le remontrent aujourd'hui, et qu'il faudrait qu'elle se modernise pour devenir une vraie social-démocratie. Ça ferait du bien à la France. Merci beaucoup, Merci Benoît Apparu. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse avec votre magazine. Nous ne sommes pas que des cobayes. Très belle soirée sur France 5.